Bonjour à tous, c'est Jean-Luc O sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons passer au quatrième épisode de notre série de reportages sur l'avenir des drones militaires dans les conflits. Pour surmonter le dilemme traditionnel de la perspective stratégique, vision à court terme contre biais prospectif, ces petites vidéos présentent trois analyses permettant de tester les hypothèses, les incertitudes et les tendances observées dans des conditions réelles. Nous avons sélectionné un conflit armé récent et deux conflits armés en cours dans lesquels les drones ont joué ou continuent de jouer un rôle significatif. Cependant, ces trois conflits représentent des cas distincts avec des variables différentes en jeu. La Seconde Guerre du Haut-Karabakh est un exemple de guerre interétatique où des drones ont été déployés par un acteur disposant d'une supériorité à la fois quantitative et qualitative. Les drones ont permis de réaliser une compression des capacités de détection et de tir, conduisant à une domination offensive et à une victoire militaire rapide et décisive pour l'Azerbaïdjan. La guerre russo-ukrainienne en cours est un autre exemple de guerre interétatique, mais l'utilisation des drones y est relativement symétrique. Les deux camps déploient des systèmes sans pilote avec succès au niveau tactique et opérationnel, et le conflit sert de laboratoire et d'accélérateur pour la guerre sans pilote. Le contexte des conflits au Moyen-Orient met en évidence un mélange d'acteurs non étatiques, diverses milices locales, insurgées et terroristes, quasi-étatiques, le Hezbollah ou les Houthis, et étatiques, Israël, Iran et Turquie, engagés simultanément dans la lutte contre le terrorisme et l'insurrection, ainsi que dans des opérations militaires conventionnelles intensives et de haute intensité. Les capacités présentes sur le théâtre d'opération vont des plus rudimentaires, basées sur des équipements commerciaux sur étagère, les COTS, aux plus avancés et à toutes les technologies intermédiaires. Alors, quelques observations clés. Premièrement, la dynamique de cachage et de détection. Des capacités anti-drones intégrées et à plusieurs niveaux peuvent atténuer mais non éliminer la menace que représentent les drones. Grâce à un déploiement massif et à un emploi adaptatif, les drones parviendront à pénétrer les défenses, surtout face à des défenses non préparées ou peu étayées. Cependant, les faibles taux de pénétration pourraient être compensés par l'effet d'imposition des coûts. Par conséquent, les tendances coûts-taux de change drone, intercepteurs et guerre électronique doivent être analysées et évaluées avec soin sur tous les théâtres d'opération. Deuxièmement, l'intégration et l'adaptabilité, l'efficacité des forces et l'avantage sur le champ de bataille ne découle ni de la masse ni de la sophistication des plateformes déployées, mais de l'intégration et de l'adaptabilité globale. Ceci s'applique au combat immédiat ainsi qu'à la logistique, à l'approvisionnement et à la production. La séquence et la rapidité sont essentielles du cycle d'approvisionnement, production au cycle innovation-déploiement, en passant par le cycle ciblage, décision, action sur le champ de bataille. Troisièmement, la domination en guerre électronique. La guerre électronique a un impact aussi important que la présence de drones sur le champ de bataille contemporain. Les opérations sans pilote et de guerre électronique évoluent de manière indépendante et la domination dans un environnement de guerre électronique dégradé dépend de l'intégration des capacités offensives aux mesures de protection, à la tromperie, à des communications résilientes et à la discipline des missions. Quatrièmement, les effets psychologiques et d'influence. Les images de drones s'avèrent être un puissant outil stratégique façonnant les perceptions des publics nationaux et étrangers et contribuant significativement aux objectifs politiques généraux. Sur le plan tactique, l'omniprésence des drones génère peur, anxiété et paralysie chez les soldats comme chez les civils. Les drones permettent également de documenter les actions de l'adversaire, y compris les crimes de guerre, l'intégration des dimensions cognitives et psychologiques de l'utilisation des drones dans leur doctrine d'emploi libère un potentiel supplémentaire. L'importance des partenariats internationaux. Les États qui disposent d'alliés ou de partenaires capables de fournir des plans d'armes, des composants critiques, des transferts de technologie, des bases de production et de logistique avant ou au début d'un conflit bénéficient d'un avantage initial sur leur adversaire. Dans les phases ultérieures, la capacité à naturaliser les conceptions étrangères,
à établir des chaînes d'approvisionnement et à garantir la production nationale est essentiel. L'avenir des drones, c'est Interreg stratégique. Parlons maintenant de la guerre de Nagorno-Karabakh. Considérée conjointement, la guerre du Haut-Karabakh de 2020 et les opérations turques à Idlib et en Libye montrent qu'un avantage décisif provient d'une intégration étroite des drones, des tirs de précision, de la guerre électronique et des réseaux de commandement rapide entre capteurs et tireurs. La domination globale de l'Azerbaïdjan a été efficacement exploitée grâce à une chaîne de destruction drone-artillerie qui a neutralisé les défenses aériennes et blindées arméniennes. La guerre du Haut-Karabakh peut être considérée comme un conflit où deux générations de guerre se sont rencontrées. Le modèle azerbaïdjanais, plus récent et basé sur les drones, s'est avéré nettement supérieur au modèle arménien, plus ancien, pratiquement dépourvu de capacités basées sur les drones. De telles conditions pourraient être difficiles à reproduire car les drones et les systèmes aériens sans pilote, UAS et CUAS, sont désormais considérés comme des composantes essentielles de la guerre moderne. La guerre du Haut-Karabakh fin 2020, ainsi que les opérations militaires turques et Idlib et en Libye la même année, illustrent bien l'évolution de la guerre moderne, mettant en lumière des changements cruciaux en matière de doctrine, d'intégration technologique et d'exécution stratégique. Ces conflits soulignent collectivement l'importance croissante des drones, de l'artillerie de précision et de la guerre électronique qui redessinent la dynamique des futurs champs de bataille et remettre en question les normes établies avec les paradigmes militaires. L'Azerbaïdjan entre dans la guerre du Haut-Karabakh avec des avantages considérables. 70 000 soldats actifs, 300 000 réservistes et un budget de défense de 1,8 milliard de dollars en 2019. Son arsenal comprenait 450 chars, 900 véhicules blindés, 600 systèmes d'artillerie, des missiles israéliens LORA et une forte diversité de drones. A l'inverse, l'Arménie alignait 44 800 soldats, 210 000 réservistes et disposait d'un budget de 644 millions de dollars, s'appuyant sur des systèmes vieillissants d'origine soviétique. Les forces déployées au Haut-Karabakh comprenaient 20 000 hommes et entre 200 et 300 chars T-72. La chaîne de destruction drone-artillerie. La guerre s'acheva par une victoire décisive de l'Azerbaïdjan. L'Arménie a perdu plus de 250 chars, 160 véhicules, 300 systèmes d'artillerie, 20 radars et environ 5000 hommes, 10% de ses effectifs. L'Azerbaïdjan a fait état de 3000 pertes et de moins de 60 chars détruits. Ces chiffres soulignent l'efficacité de la synergie drone-artillerie azerbaïdjanaise et la faiblesse des formations statiques sans défense intégrée. Les Bayraktar TB2, armés de micro-munitions intelligentes et appuyés par des drones kamikazes israéliens, les Harop, Orbiter et Skytracker, ont mené avec succès une campagne de destruction des défenses aériennes ennemies, les DID. Les systèmes arméniens ont été neutralisés rapidement, permettant des forces soutenues sur les unités mécanisées et d'artillerie. Les techniques de tromperie innovantes consistaient notamment à utiliser des avions Antonov 2 obsolètes comme leur afin de démasquer les radars sol-air, les SAM, reproduisant ainsi les tactiques employées par Israël au Liban en 1982. Plateforme origine, rôle, armement, principaux succès. Le Bayraktar TB2 avec des frappes en ISR, frappes de précision MAM, LC, plateforme principale dans les campagnes de frappe aérienne critiques. Le Harop israélien, munitions rôdeuses, ogives explosives, radars et SAM ciblés. Les Skytracker israéliens, munitions rôdeuses, ogives explosives, complément des frappes du TB2 et d'artillerie. L'Orbiter 1K israélien, munitions rôdeuses, ogives explosives, complément des frappes de TB2 et d'artillerie. Et les Antonov 2, avions leurre azerbaïdjanais, tromperie, démasquage des émissions radar, des SAM. Alors, ce schéma s'est étendu à d'autres théâtres d'opération. En Libye, les TB2 turcs ont fait basculer le rapport de force en faveur du gouvernement reconnu par l'ONU en détruisant les systèmes de défense aérienne Pantsir S-1
et en perturbant les lignes de ravitaillement. À Idlib, les Anka S et TB2 turcs ont agi comme une véritable artillerie aéroportée mobile utilisant des micro-munitions intelligentes pour des frappes précises dans des zones densément peuplées. Ces exemples soulèvent des questions quant à la capacité de survie des blindés lourds, compte tenu de l'ampleur des pertes infligées par les drones, et soulignent l'importance de l'intégration des capteurs, du commandement et de contrôle C2 et des tirs de précision, principes fondamentaux de la guerre en réseau. L'opération Bouclier du printemps menée par la Turquie a démontré cette intégration grâce à des systèmes tels que le TAFIC, système de communication intégré, et l'ADOP 2000, système de gestion des tirs C4I, permettant des cycles capteurs-tirs en temps réel. La guerre électronique a également joué un rôle décisif. Les systèmes turcs Coral et Redet, plateformes de guerre électronique terrestre, ont perturbé les radars et les communications ennemies, tandis que des mesures de contrôle et d'émission protégeaient les infrastructures amies. Ces développements confirment plusieurs tendances: la prolifération massive des drones, leur démocratisation grâce à une production nationale à bas coût, et leur rôle dans des environnements de menaces hybrides où l'attaque et la surveillance convergent. L'avenir des drones, c'est un intérêt stratégique. La rentabilité des drones par rapport aux avions de chasse pilotés est devenue évidente. La Turquie pouvant absorber des pertes de drones de combat qui seraient catastrophiques avec des avions de chasse, les médias sociaux ont émergé comme un champ de bataille auxiliaire. L'Arménie et l'Azerbaïdjan ont tous deux mené une propagande en ligne, mais la diffusion par l'Azerbaïdjan d'images de drones a assuré un avantage psychologique, renforçant le moral et sapant la crédibilité arménienne à l'étranger. Alors, quelles sont les leçons clés? Le cas présenté suggère que les drones ne sont pas un atout temporaire, mais un pilier émergent de la guerre moderne. 3 changements majeurs expliquent cette transformation. Premièrement, une évolution vers des plateformes polyvalentes, bon marché et produites en masse, capables de missions de renseignement, de surveillance et de reconnaissance ISR et de frappe de précision. Deuxièmement, la fusion de la propagande et des opérations militaires avec des images en temps réel, façonnant la psychologie du champ de bataille et la légitimité internationale. Troisièmement, l'accent mis sur un ciblage rapide et basé sur le renseignement où convergent les contributions humaines et électroniques et celles des drones pour éliminer les cibles de grande valeur. Les développements futurs devraient privilégier un guidage robuste pour l'artillerie, des plateformes adaptables capables de changer de mission et une résilience face à la guerre électronique. Globalement, la guerre du Haut-Karabakh illustre une transformation. L'efficacité ne découle pas de la taille des forces ou de plateformes lourdes, mais de l'intégration, de l'adaptabilité et de la capacité d'opérer simultanément dans les domaines physiques, électroniques et informationnels. En conclusion, la guerre du Haut-Karabakh de 2020, ainsi que les opérations turques à Idlib et en Libye, démontrent que l'avantage décisif dans les conflits modernes ne réside pas dans la quantité de plateformes traditionnelles, mais dans la capacité à intégrer des systèmes sans pilote, des tirs de précision et la guerre électronique dans les cadres opérationnels cohérents. Ces exemples montrent que l'adaptabilité, la résilience et la maîtrise de l'information influencent de plus en plus l'issue des opérations sur le champ de bataille, soulignant une problématique beaucoup plus large. C'est la transformation de la guerre vers des opérations multidomaines axées sur le renseignement et s'appuyant sur les réseaux. L'élément déterminant, c'est la doctrine force-héros-structure, la force intégrée au drone avec un effet observé, l'intégration de la défense aérienne statique fragmentée en réseau dynamique avec la suppression rapide des moyens de défense aérienne, C4ISR, limité en temps réel, intégré numériquement à la chaîne de destruction accélérée, contre-guerre électronique réactive offensive, plus brouillage protectrice et contrôle des émissions efficaces, opération d'information publique défensive offensive, coordonnée avec le combat et domination psychologique et informationnelle. Sur la route au nord de Spenaker, au Haut-Karabakh, du matériel militaire
revient du front suite à des rapports faisant état des drones kamikazes opérant dans la zone autour de la ville détruite d'Afghan. C'est une photo que vous pouvez voir sur cette vidéo. L'avenir donc des drones, c'est l'intérêt stratégique. Par exemple, avec la guerre Russie-Ukraine. Au début du conflit à grande échelle, la Russie a déployé davantage de drones, mais ne disposait pas de l'architecture de commandement et de frappe en réseau que l'Ukraine a rapidement mise en place autour des Bayraktar TB2 pour raccourcir la chaîne de destruction capteur décision frappe. Depuis 2022, les deux camps se sont transformés. L'Ukraine a tiré parti d'un écosystème public-privé agile pour développer des systèmes FPV et à longue portée, et a constitué des forces de systèmes sans pilote et a institutionnalisé un commandement et un contrôle centrés sur les drones, tout en étant pionnière dans le domaine des drones maritimes qui ont remodelé le champ de bataille de la mer Noire. La Russie, s'appuyant sur un savoir-faire israélien antérieur et des conceptions d'avant-guerre, a converti sa base industrielle pour produire en masse des Shahed et des drones guidés par fibre optique, mais reste à la traîne en matière d'intégration organisationnelle et doctrinale. Le conflit révèle également un champ de bataille transparent où la guerre électronique est omniprésente et où les blindés sans protection anti-navires sont extrêmement vulnérables. À la veille de l'invasion à grande échelle, les forces armées russes disposaient déjà d'une composante de drones performante. En revanche, l'Ukraine commençait à peine à explorer ce domaine. Le seul avantage significatif dont disposait l'Ukraine à ce stade était l'acquisition de drones de combat Bayraktar TB2 de fabrication turque. Ce sont ces drones qui ont permis aux forces armées ukrainiennes d'appliquer une couche asymétrique et en réseau et en net contraste avec la pensée doctrinale linéaire et traditionnelle de la Russie. Grâce au Bayraktar, l'Ukraine a pu accélérer le cycle décision-action. La capacité du Bayraktar TB2 à effectuer des missions de renseignement, de surveillance, de reconnaissance ISR, à acquérir les coordonnées des cibles, à relayer les données vers un centre de commandement et à engager les cibles de manière autonome et en temps réel, a conféré aux forces ukrainiennes un avantage crucial. À cette époque, l'armée russe ne disposait pas de telles capacités intégrées et continuait à s'appuyer sur des tirs massifs d'artillerie et des systèmes plus anciens. En février 2022, la Russie a déployé une flotte de drones nettement plus importante que celle de l'Ukraine. Cependant, les drones russes n'étaient pas intégrés dans une architecture unifiée de commandement et de frappe. Ce manque d'intégration a considérablement retardé leur cycle de ciblage et d'engagement, réduisant leur efficacité opérationnelle sur le champ de bataille. Depuis, l'Ukraine et la Russie ont connu une transformation technologique rapide qui a largement égalisé leurs capacités respectives en matière de drones. La force comparative de l'Ukraine réside dans son agilité, son innovation axée sur le champ de bataille et la capacité de ses entreprises privées à concevoir, tester et déployer rapidement de nouveaux systèmes adaptés aux besoins opérationnels. Toutefois, sa principale vulnérabilité demeure l'inertie des institutions étatiques quant à l'extension de ces innovations à une adoption militaire plus large. A l'inverse, la Russie souffre d'un secteur privé faible, ce qui limite les solutions créatives et l'innovation ascendante. Sa force réside néanmoins dans sa capacité à produire en masse certaines capacités une fois intégrées au système militaire. Les exemples les plus éloquents sont la production à l'échelle industrielle de drones Shahed d'origine iranienne, atteignant, selon certaines sources, 180 unités par jour en août 2025, et le leadership de la Russie dans la production de drones à guidage à la fibre optique dotés d'une résistance accrue à la guerre électronique. L'arsenal de drones russes avant 2022, c'est plus d'une décennie avant l'invasion à grande échelle de l'Ukraine. Alors, Moscou a reconnu le potentiel des drones, notamment suite aux graves problèmes rencontrés en matière de renseignement, de surveillance et de reconnaissance ISR pendant la guerre de 2008 contre la Géorgie. En 2010, le ministère russe de la Défense a signé des accords de licence avec Israel Aerospace Industries, autorisant l'assemblage du Sheikh Usher 2, commercialisé sous la marque Fospost en Russie, et du plus petit Bird I-400, rebaptisé Zastava 23.
Alors, l'accès aux technologies israéliennes a permis à la Russie de commencer à développer diverses plateformes nationales, bien que le déploiement à grande échelle ait débuté après 2022. Les bases, y compris les chaînes de production et la fabrication des opérateurs, la formation des opérateurs, ont été mises en place plus tôt. Les drones kamikazes russes et les sapeurs de la police ukrainienne, c'est une petite photo que vous pouvez voir. Après l'agression contre l'Ukraine en 2022, la Russie a lancé plusieurs programmes pour intensifier ses capacités de reconnaissance et de frappe par drone de différents types, dont le drone iranien Shahed 136, selon les médias ukrainiens citant des sources au sein du renseignement de la défense ukrainienne, le GUR. À la fin de juin 2025, la Russie pouvait produire environ 170 drones Shahed par jour, avec la perspective d'augmenter ce nombre à environ 190 par jour. Nous en sommes actuellement à 300. Sur une base annuelle, cela représente plus de 69 000 drones de combat d'une portée allant jusqu'à 2500 km, désormais 100 000 drones. Technologiquement, les développements russes ne sont ni meilleurs ni plus avancés que les développements ukrainiens. Cependant, la capacité de rapidement augmenter la production pose des problèmes importants aux forces armées ukrainiennes, tant sur le front qu'à l'arrière. Parallèlement, la Russie, malgré son net avantage en termes de ressources, n'a pas encore été en mesure de rattraper l'Ukraine sur le plan organisationnel ou structurel. La Russie n'a pas créé de branche distincte de ses forces armées dédiées au système sans pilote et accuse un retard dans le domaine des drones navals et terrestres, ainsi que sur le plan doctrinal. Cela confère aux forces armées ukrainiennes un avantage sur le champ de bataille. Les capacités de l'Ukraine en matière de drones, de l'absence quasi totale à la guerre centrée sur les drones. Lors de la première attaque russe contre l'Ukraine en 2014, les forces armées ukrainiennes ne disposaient pratiquement d'aucun drone opérationnel. Les quelques drones de reconnaissance datant de l'ère soviétique étaient obsolètes. Après 2014, des entreprises privées ukrainiennes ont commencé à développer de petites plateformes de reconnaissance telles que le Furia 25, le PD 126, le Skrif 27 et l'Eleka 100. Cependant, le processus d'adoption s'est avéré inefficace et effectivement exclusivement bureaucratique. Les obstacles bureaucratiques persistants et le financement limité ont contraint les unités ukrainiennes à dépendre de dons bénévoles et d'achats ponctuels. L'industrie nationale des drones est restée modeste et fragmentée jusqu'en 2021. En 2018, l'Ukraine a acquis un petit nombre de drones de combat turcs Bayraktar TB2. Ces drones n'ont pas été utilisés offensivement avant le 26 octobre 2021, date à laquelle un TB2 a détruit un obusier russe D-30 et le drone a utilisé une munition de précision et en est resté de son côté de la ligne de contact. Cet engagement, largement considéré comme un tournant, a démontré le potentiel de l'association de systèmes aériens sans pilote UAS et d'armes de précision et a mis en évidence la nécessité d'une chaîne de destruction centrée sur le réseau. L'invasion à grande échelle de la Russie en 2022 a déclenché un changement fondamental. L'Ukraine a mobilisé son secteur technologique déréglementé, les marchés publics et ses forces armées ont adopté une doctrine axée sur le réseau et privilégiant les drones. Chaque chaîne d'élimination commence par la surveillance de la cible par des drones qui transmettent les coordonnées via des systèmes de gestion du champ de bataille commentés comme le Delta 30 et se termine par un drone livrant des munitions de précision. Alors, vous avez bien entendu plusieurs systèmes que nous allons décrire avec le type de famille d'origine, la gamme de fabrication de production, la chronologie de service, les rôles et quelques notes. Tout d'abord, le Fortport, le chercheur 2, c'est un drone de reconnaissance UAV de Israel Aerospace Industries, produit sous licence en Russie, avec 250 km. Un accord signé en 2010, importation israélienne précoce, qui a aidé la Russie à maîtriser la conception et la production de drones UAV. Le Zastava Bird I-400, c'est un petit drone tactique UAV d'Israel Aerospace Industries, IAI, qui est produit sous licence en Russie, avec 10 km, un accord signé en 2010, plateforme importée, plus petite utilisée pour développer des capacités nationales.
l'Orlandais Reconnaissance UAV par les centres de technologie spéciale russes. C'est une pièce d'origine internationale avec 600 km. Production en série à partir des début des années 2010. Principal drone de reconnaissance pour l'artillerie. D'autres unités, le Granat, le Aileron, le Tachyon. Il y a aussi des drones de reconnaissance à courte portée, par exemple de 15 à 50 km, intégrés au sein des brigades et des divisions. Et puis, on a le Lancet, les munitions de patrouille, drones de frappe, le Kalachnikov Zala avec le groupe Aéro, donc 40 km, dévoilé en 2019 avec un déploiement à grande échelle débuté à Paris 2022. Munitions Rodos déployées intensément en 2022. Par exemple, le Shahed, le Guéran, et puis l'ESA, l'Iran, de l'Iran, produit en Russie à l'échelle industrielle après son adoption avec 2500 km de portée. Programme à grande échelle lancé après le début de l'agression à grande échelle qui est toujours en cours avec des familles de drones augmentées en Russie. Alors, l'objectif est de raccourcir les cycles de décision et de priver l'ennemi de tout espace de manœuvre sûr. La reconnaissance des drones en Ukraine est ancrée dans la société civile. Bénévoles, entreprises privées et financements participatifs ont stimulé l'innovation après 2014. Depuis février 2022, cet écosystème a connu une croissance exponentielle. Rien qu'en 2024, l'Ukraine aurait produit plus de 2,2 millions de drones FPV et plus de 100 000 drones de frappe à longue portée, certains capables de frappe jusqu'à 1700 km. Les drones représentent désormais la majorité des frappes sur le champ de bataille. L'Ukraine prévoit de déployer environ 30 000 drones à longue portée et continue de privilégier les modèles FPV, notamment les variantes filaires à fibre optique. Fin 2022 a vu la création de compagnies de frappe de drones au sein des brigades de combat, rapidement suivies par des bataillons et des brigades de drones entiers. En juin 2024, l'Ukraine a créé une force de systèmes sans pilote distincts pour élaborer la doctrine, former les opérateurs et mener des opérations de frappe en profondeur. Les commandants de brigades mécanisées disposent désormais de l'autorité et des financements distincts directs pour acquérir des drones et des kits de guerre électronique court-circuitant les anciens blocages bureaucratiques. Le concept de ligne de drone envisage une zone de destruction pouvant atteindre 20 km assurée par une surveillance continue sans pilote et des frappes préventives. En mer, les drones sous-marins ukrainiens ont imposé une nouvelle bulle d'interdiction d'accès au-dessus de la mer Noire. Les drones ukrainiens et les munitions à longue portée ont détruit ou forcé la retraite d'environ un tiers de la flotte russe de la mer Noire et ont bouleversé les conceptions du XXe siècle en matière de guerre navale, démontrant que des essaims de drones sous-marins peuvent neutraliser des navires capitaux. La caractéristique déterminante des opérations de combat, les technologies influencent les tactiques des unités, tandis que la compétition permanente entre le chasseur et le cache-cache génère constamment de nouvelles opportunités, offrant un avantage sur le champ de bataille. Nouveaux systèmes de drones, systèmes d'intelligence artificielle, utilisation massive de drones de frappe et développement rapide des drones intercepteurs. De plus, la Russie a adapté ses tactiques de petits groupes d'assaut avec des systèmes sans pilote. Cela a entraîné une augmentation des pertes et a permis à l'armée russe de poursuivre son offensive rampante pendant 1 an et demi sans interruption. Des dizaines de milliers de drones et de capteurs ont formé une zone de destruction pouvant atteindre 20 km et caractérisée par une haute transparence. Chaque signature thermique, signal radio ou mouvement inhabituel déclenche une réponse immédiate avec une forte probabilité d'élimination. Les véhicules blindés traditionnels conçus au XXe siècle et les colonnes d'infanterie deviennent extrêmement vulnérables sous la protection des systèmes de guerre électronique et des plateformes sans pilote. Les véhicules blindés eux-mêmes cèdent progressivement la place à des véhicules de combat sans pilote qui effectuent des missions logistiques de transport, de reconnaissance et de combat, y compris l'appui-feu et la percée de défense ennemie, ainsi que la tâche la plus traditionnelle de déminage des routes et des territoires. Afin de stimuler le cycle d'adaptation globale,
l'Ukraine a mis en place des forces de systèmes sans pilote